Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire donc Vim et Bechley-Comsoft. On va attendre encore une petite minute avant de commencer, comme ça on pourra un petit peu avancer. Donc l'idée de ce webinaire donc c'est de savoir un petit peu comment vous pouvez maintenir les métiers d'entreprise lors de l'attaque d'un ransomware. Et on tâchera de répondre à cette question. Donc j'ai la chance d'avoir Shuru Kalagani avec moi, donc System Engineer chez Vim. On devait avoir Pierre Frédéric Michel, un expert de chez nous, mais malheureusement il ne pourra pas être présent, donc je prends sa place et comme ça je pourrais quand même vous présenter euh, ce qu'il devait vous présenter. Lors de ce webinaire, donc si vous ne nous entendez pas, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Je vous entends pas, je vous vois pas très bien. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions à tout moment. On va essayer d'y répondre à la fin du webinaire ou sinon on reviendra vers vous, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Vous aurez aussi des questions de sondage, il y en a 4, donc ça va être disséminé un petit peu dans le webinaire. Voilà, l'idée c'est de savoir un petit peu, de prendre un peu la température, voir un petit peu quelles sont vos réponses et on les partagera avec vous en temps réel, comme ça même vous pourrez voir un petit peu comment vous vous situez par rapport aux autres. C'est toujours l'effet un petit peu marrant des webinaires. Euh, voilà, il y aura donc je vais vous montrer un petit peu le plan. Donc il ne va pas changer. Hein, donc introduction, donc ma partie, je vais vous refaire un petit récap du paysage actuel de la cybersécurité en France, donc quelques chiffres. Je vais vous présenter aussi Bechley comme ça très rapidement, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui nous connaissent déjà. On va aussi parler du niveau de partenariat, et après ce sera la partie donc de Shuruk, avec vraiment cette partie comment vous allez pouvoir sécuriser vos sauvegardes, les restaurer, les orchestrer, avec une grosse partie démo aussi, un scénario vraiment de reprise d'attaque. On parlera un peu aussi de la protection des actifs Microsoft 365 et on aura une session de questions-réponses. N'hésitez pas, le chat est là pour ça. Vous écrivez vos questions, vos remarques et on essaie d'avancer. C'est parti. Donc la France, ce qu'il faut savoir, c'est que elle est cinquième en termes de ransomware, de réception de ransomware, donc en 2022, ce qui est plutôt énorme. On dirait pas comme ça. Bon, il y a les Américains qui reçoivent 41% des ransomware dans le monde en 2022, ce qui est plutôt énorme. Donc voilà, donc 2 milliards, c'est le coût des cyberattaques réussies sur les SI, les systèmes d'information des organisations françaises en 2022, donc ce qui est plutôt énorme. 1,8, donc c'est 1,8 cyberattaques réussies en moyenne par organisation et par an en 2022, donc ça fait qu'augmenter hein, clairement. C'est-à-dire que tout le monde est touché, donc on a pas mal de, c'est plus un mythe hein, clairement. 59 000 euros, donc c'est le coût moyen par cyberattaque réussie dans le secteur privé et public en 2022. C'est bien sûr c'est plus élevé pour comment dire les boîtes un peu plus de taille plus grosse, hein, plus de 500, plus de 1000 postes. On est plus à 64 000 euros, c'est le coût moyen. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont vraiment pour le coût réel. Donc l'étude Asterès, donc pour le compte du SRIP, je vous l'enverrai, je vous la mettrai directement dans l'envoi d'emailing que je vous enverrai avec le replay. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez tout recevoir. 385 000 cyberattaques en 2022. Pareil, ça augmente de plus 40%, donc ce qui est énorme par rapport à N-1. Toujours sur les chiffres France. Alors, ce qui est intéressant de voir sur le graphique 1, c'est qu'en fait, tout le monde est touché. Voilà, les ETI, les PME, les organisations publiques. Donc voilà, c'est vraiment, ouais, c'est plus les grandes entreprises qui sont touchées. Vraiment, même les micro-entreprises sont touchées parce que vraiment le ransomware et en 2023, ça se professionnalise. Vous pouvez même acheter des ransomware. Ça commence à 50 $. Enfin, c'est une pratique qui s'industrialise. Il y a même des gangs. Enfin, je n'irai pas plus loin dans ces descriptions, mais il y a des gangs qui vous tirent de l'argent. Enfin, c'est impressionnant. Les principaux actes de cybermalveillance, donc toujours le phishing, l'exploitation de failles. On a quand même le ransomware qui est à 22%. C'est là où on va faire un focus en fait sur le ransomware. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous faites attaquer, c'est pour ça que c'est bien de préserver ces données. C'est des tentatives de connexion, c'est des activations de noms de domaine, c'est des attaques indirectes. Donc il y a pas mal de choses. Nous, on va se focus vraiment sur le ransomware et sur la donnée. La ventilation de cyberattaques. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même 330 000 PME qui ont été attaquées. Donc voilà, c'est la ventilation vraiment en France. Donc qui est attaqué? Les organisations publiques, les ETI, IGE et les PME. Donc si vous êtes une PME, en 2023, ça va faire continuer d'exploser, d'augmenter. Le graphique 4 il nous permet de voir les coûts en fait. Parce que c'est vrai on parle de coûts, mais il y a le coût de la rançon, donc ce que vous allez payer.
il y a le coût direct. Donc le coût direct, en fait, c'est forcément vous allez faire appeler une boîte externe ou même à des ressources en interne pour régler le problème. C'est un peu compliqué. Et les pertes, vraiment, c'est quand vous avez des chaînes de prod ou des personnes qui ne veulent pas travailler parce que leurs PC sont bloqués. Bah voilà, ça c'est les pertes vraiment sèches. Donc on retrouve bien les 2 milliards perdus en 2022 par des attaques de cyberattaques. Donc, on voit que les coûts directs et les coûts de rançon sont quasiment égaux. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que l'humain coûte aussi cher que la rançon. Et l'humain, il va être important, on va en parler juste après. Les principales, voilà, les principales conséquences en 2022, on reste vraiment très global. Donc les vols de données, forcément, usurpation d'identité, déni de service. Donc ça, il en parlera chaud sur le même, notamment sur les vols de données pour essayer de checker, voir ce qui a été volé, qu'est-ce qu'on peut récupérer. Euh, le tableau 2, il nous permet de voir que tous les secteurs sont touchés. Alors, ce qui n'est pas le cas, on le verra d'un point de vue mondial. Il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Donc, justement, c'est une tendance. Il y a des chiffres 2023 qui arrivent derrière, je vais vous montrer, où il y a des secteurs qui sont de plus en plus touchés. Donc là, en France, donc c'est toujours la banque de taille, l'high-tech, donc 11, 10 et 8%. Même si on voit que ça reste quand même assez hétérogène. Hein. Tout le monde est plus ou moins attaqué. On n'a pas du 30, du 40% sur un secteur particulier. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde est touché. D'un point de vue un peu plus mondial. Donc ça, c'est des chiffres 2023. Donc ça a été compilé par The Cyber Rescue Alliance. Donc, pareil, cette étude, je vous l'enverrai. Donc vous l'aurez. Euh, les attaques sont faites par des brèches, par infection, par compromission, l'humain en interne. Et voilà, donc ça, c'est vraiment voilà une attaque qui réussit. Qu'est-ce que ça vous fait chez vous? Alors là, on peut voir surtout est-ce que les cyberassurances payent ou pas. C'est un point intéressant. C'est vrai qu'on parle de backup, on parle de DR, d'XDR, de MDR, on parle de pas mal de protection. Mais une fois qu'on a été touché, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est payé ou pas? Et ben, ça va dépendre de vous en fait, clairement, parce que pour contracter une cyberassurance, il y a pas mal comment dire, de critères à cocher. Et un des critères, c'est un EDR, c'est une solution de backup. Donc c'est pour ça qu'on fait ce point aussi aujourd'hui. C'est pas voilà, c'est pas juste récupérer sa donnée au final. C'est derrière, même si vous êtes attaqué, vous avez récupéré vos données, bah, vous pouvez quand même récupérer comment dire des données comme on dit. Donc 39% sont fait totalement rembourser en 2023, 34% partiellement, 9% pas du tout et 7% ont même pas fait la demande. Donc c'est à considérer. Les secteurs les plus touchés, donc là on le voit, c'est intéressant. En France, on a vu que la technologie c'était plus autour des 8-11. Là, on voit que c'est 21% en 2023 à l'échelle mondiale. La finance, c'est 8%. Le healthcare, c'est 8%. En France, c'était 6% environ. Donc voilà, on voit que ça augmente. La technologie se fait attaquer vraiment violemment pour des vols de brevets, pour voilà, des choses comme ça. Enfin, ça peut, une attaque, ça peut vite vous faire perdre beaucoup d'argent, surtout si vous êtes dans la tech et vous avez des brevets, ou même pas forcément dans la tech. Hein, vous pouvez être dans l'healthcare et avoir des brevets aussi médicaux, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Je vous ai sélectionné quelques chiffres. Hein, vous verrez dans l'étude, il y a 160 pages et il y a beaucoup de choses. Le coût par rançon moyen, donc il a augmenté par rapport au Q3 2022, plus 58%. En France, on a dit c'était autour des 30 000. Quand on prend à l'échelle mondiale, c'est plus 400 000 dollars, ce qui est quand même plutôt énorme. Voilà, donc il faut toujours essayer de voir un petit peu dans quelle zone géographique on se situe, dans quelle tranche d'entreprise on se situe. Comme on l'a dit, hein, plus votre entreprise est grosse, plus ils vont essayer de vous extorquer. Le staff, c'est intéressant parce qu'en fait, on n'y pense pas souvent, mais il y a l'humain en fait qui stresse derrière. Donc c'est super important de bien équiper votre entreprise et votre équipe en fait en solution de backup, en EDR, en XDR, même en MDR si vous avez besoin d'un SOC manager, parce qu'en fait le truc c'est que vous allez en fait stresser toute votre équipe et à un moment donné ils vont partir. Et ça coûte super cher parce qu'il y a la rançon, il y a la remédiation et il y a les équipes qui partent parce qu'elles en ont marre. Et ça coûte très très cher. Donc, au final, c'est vraiment un point à prendre en considération. On n'y pense pas forcément. Les vulnérabilités. Donc, ça, c'est pour vous montrer qu'il y a des vulnérabilités même chez Microsoft, VMware, Red Hat, enfin chez les gros. Et donc, on n'est jamais à l'abri. Là encore, je crois qu'il y a une attaque sur Azure en ce moment même. Donc voilà, voilà, il faut vraiment se protéger et surtout protéger. On rebondira dessus, protéger ces données Microsoft 365 parce que pareil, hein, Microsoft ne vous les protège pas. Hein. C'est la donnée de rétention, elle est pas fameuse. Pareil, je vous expliquera tout ça.
Ça, je vous l'ai sélectionné. Pareil, vous le recevrez. C'est plus pour les TPE, PME. Donc, c'est 13 questions pour faire un peu le tour de votre cybersécurité, pour savoir si vous êtes bien protégé, si vous avez tout ce qu'il faut qui est mis en place. Ça a été délivré donc par l'ANSSI. Donc, c'est super bien fait. C'est très concis, 30 pages. Et on n'en parle pas trop, donc c'est super. Donc, ça, pareil, je vous l'enverrai. Notre partenariat, donc on est pro partner Gold Reseller. Donc les plus, c'est qu'on a une équipe dédiée d'experts, que ce soit du côté de Vim et du côté de Bechley Comsoft. On a un accompagnement qui est toujours en mode projet, donc vraiment on travaille de A à Z avec vous pour essayer de voir un petit peu comment on peut vous aider. Forcément des remises supplémentaires. On peut vous mettre en place des licences de test NFR et des POC pour que vous essayiez carrément les solutions Vim, donc du VBR, du VBO. Vous pourrez clairement essayer chez vous. Pour ceux qui nous connaissent pas, donc Bechley Comsoft, c'est 70 employés donc partout en France. Ça fait plus de 35 ans qu'on fait du software et du service IT lié au software. Plus de 5000 clients. On a pas mal de partenaires software, donc on parle de Vim, mais il y en a beaucoup d'autres. On est expert aussi dans Microsoft, hein, on le connaît beaucoup pour ça. Donc je vais pas vous refaire toute la présentation des spécialistes, des consultants. Ce qui est intéressant aussi, surtout à voir en fait, c'est en bas à droite, c'est comment en fait comment on perçoit en fait le projet chez nous. Donc vous allez acheter, on va vous faire des démos, des proof of concept, des analyses du profiling avec du service ou non. Vous allez déployer, mais surtout en fait le but c'est que vous adoptiez. Donc pareil, on va vous suivre derrière. Et en fait, on veut que vous renouvelez correctement. Donc pareil, on va essayer d'optimiser les contrats, on va essayer de requalifier des projets, on va vous suivre jusqu'au bout en fait, partout dans le cycle software. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut vous intéresser. Euh, Dernière slide pour moi, et après je laisse Shuruk qui va vous parler de comment protéger ses métiers lors d'un attaque de ransomware. Demande de rendez-vous, je vous renverrai les liens. Donc pour faire un POC avec un expert Vim, donc c'est une durée, donc c'est 3 sessions de 2 heures et une session de 1 heure avec un expert Vim. Donc c'est gratuit, pas d'engagement, c'est à distance ou en présentiel, on s'arrange. Ou une discussion plus simple avec Bechley Comsoft. Donc pareil, c'est 30 minutes, c'est gratuit, sans engagement. Donc vous avez les liens, je vous les renverrai. Donc n'hésitez pas à revenir sur la présentation pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Shuruk, je vais te laisser la main. Hop, je vais te donner les droits comme ça. Super. Hop, tu es présentateur. À ton tour. Est-ce que mon écran est visible? Ouais, on voit ton écran. Peut-être te mettre en diaporama et je pense qu'on sera bien. Exactement. Hop, diaporama. Donc bonjour tout le monde et merci pour votre présence. Donc de mon côté, je suis Roukléani, avant-vente technique pour la France, du côté Vim. Et comme a présenté du coup Alexis, je m'occupe de la partie donc évangélisation des produits et je peux accompagner aussi sur les tests et la satisfaction client. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation qui est dédiée pour principalement tout ce qui est concept autour de la sauvegarde, la protection de la donnée. Et je vais vérifier juste ce qui se dit dans le chat rapidement. Super. Donc vous m'entendez? Ah oui, c'était Alexis. Ok. Ouais, c'est moi, on t'entend parfaitement. Ok, parfait. Hop, on cache ça. Excusez-moi, je vais arrêter de changer de fenêtre. Et du coup, ça s'adresse du coup à des concepts globaux de la sauvegarde et la protection de données. Mais après, on va faire quelques focus, bien sûr, sur la partie Vim pour vous montrer. Donc aujourd'hui, c'est quelques récits de nos expériences que j'ai vécues et que le support m'a remonté au même temps pour vous donner, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui pour protéger nos données. Aujourd'hui, on a évoqué un peu l'ANSSI. Je vous invite à suivre l'ANSSI, sincèrement, sur le réseau social ou sur LinkedIn. Ils communiquent énormément et ils communiquent pas mal de belles infos. Par exemple, ce matin, ils communiquent sur leur plateforme d'apprentissage sur la partie de campagne de phishing, par exemple. Donc, vous pouvez vous rentrer dans une simulation. Donc, c'est pas payant, c'est ça l'avantage par rapport à d'autres solutions. Il n'y a pas d'engagement et c'est notre chère agence nationale, donc de la sécurité des systèmes. Ils le disent tous, donc tous connectés, tous impliqués, tous responsables. Donc c'est un travail de toutes les parties. Donc il n'y a plus aucun acteur dans l'entreprise aujourd'hui n'est pas concerné par la sécurité des données. Et je le vois et je le vis
aujourd'hui, que ce soit des collaborateurs individuels jusqu'à vraiment aux chefs des entreprises et même les organismes externes pour favoriser et arrêter ce fléau, clairement. Donc, c'est notre objectif, c'est dur, mais c'est l'objectif aujourd'hui, comment combattre et rendre la vie de ces attaquants vraiment plus difficile. Donc, le paysage donc, qui était expliqué. Donc, le chiffre qui m'intéresse ici, ce n'est pas les plus gros chiffres, mais aujourd'hui, on arrive donc, dans 55% des cas à récupérer les données. Et pourquoi le chiffre est bien, mais on aimerait bien avoir 100%. Et c'est exactement aujourd'hui, c'est comment on peut arriver à satisfaire cette partie. Donc, et on arrivera à les faire. Donc déjà, aujourd'hui, la première question qu'on va poser dans le sondage, est-ce que déjà vous étiez vous-même confronté à une situation de perte de données? Yes, Donc donc là, il y a une clairement, petite question qui s'affiche à oui, l'écran. Vous avez voilà, à répondre. Est-ce que vous avez déjà été confronté à une situation de perte de données? Oui. Est-ce que c'est en cours? C'était pour la petite blague. Non, pas encore. Voilà, ça répond très vite. Hein. Vous êtes peut-être plus 50% à répondre. On vous partagera bien sûr les résultats. Je laisse encore quelques secondes pour les derniers répondants et voir un petit peu. C'est super intéressant parce qu'on est beaucoup. Donc pour le coup, le chiffre sera plutôt exhaustif. Donc ça sera vraiment intéressant. 70%. Alors on attend encore quelques secondes pour que les derniers puissent répondre. Comme mhm. ça, on va vous partager les résultats. En plus, une situation de perte de données peut être du genre vraiment au contributeur individuel jusqu'à face à une panne matérielle, face à aussi, pas seulement des cyberattaques. Cyberattaques, ça fait qu'une partie du spectre global, mais il faut être préparé à toutes les situations. C'est pour ça qu'on a dit les situations de perte de données, clairement. Yes. Bon, je ferme et je partage les résultats. Allez, partager. Alors ça va vous s'afficher. Hein. Donc on est à 32% oui, donc ce qui est pas mal quand même hein, sur l'échantillon qu'on a de participants aujourd'hui. Et 67% non pas encore. Et en cours 1%. Donc, je pense qu'il y a, Ouais. il y en a quand même qui sont. Non, mais c'est Ça va leur servir. clairement, c'est aujourd'hui, c'est un fléau et c'est quelque chose qu'on essaie clairement d'éviter. Le partage est encore en cours pour moi? C'est bon, oui, tu partages Ok, encore. ça marche. Donc, l'idée, c'est on veut éviter toute cette situation. L'idée, c'est de trouver toujours un moyen de restaurer et de récupérer ces données. Et c'est pour cela côté VIP, on a mis tous les moyens. Déjà, on a mis les moyens techniques, mais aussi on a mis des moyens, donc des gens pour vous aider. Donc, ça peut être euh, l'écosystème, donc les partenaires, vous voyez, les partenaires accrédités pour vous accompagner dans cette démarche, l'écosystème de partenaires d'intégration, l'équipe d'assistance, là je parle du haut, équipe d'assistance dédiée au rançon logiciel, ça c'est une division dans notre équipe support. Donc dès que un jour vous ouvrez un ticket de support côté Vim, vous dites voilà, rançon logiciel ou cyberattaque, ça escalade tout de suite donc vers cette équipe-là qui va vous appeler et vous accompagner dans une démarche vraiment cyber. L'idée, c'est qu'il y a des process à suivre, ils sont au courant de comment, qu'est-ce qu'il faut contacter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut préparer et vous guider dans une démarche de votre compagnie. Donc, on ne substitue pas aux cellules de crise. Donc, idéalement, c'est là où je trouve que le travail de l'ANSSI était magnifique parce qu'ils ont un document vraiment très synthétique, mais vous préparez à gérer les situations de crise. Donc là, ils mettent vraiment toutes les parties prenantes, que ce soit interne ou externe, à impliquer. Donc je vous recommande aussi ce deuxième document. Il est présent, mais il se communique là-dessus. Et ça vous aide à gérer une situation de crise, n'importe quel gros changement, on va dire, euh, qui peut arriver à l'entreprise. Bien sûr, on a parlé des protections contre le ransomware. Il y a les assurances que vous voulez souscrire, mais côté Vim, on pousse aussi nos clients à être au bout de la protection et respecter les bonnes pratiques. Donc, si un client il s'inscrit dans une démarche protection. Donc là, on voit bien, on a une warranty qui peut être mise en place, mais là, il faut vraiment que le client rentre dans un cadre et respecter toutes les bonnes pratiques. C'est là, on cherche à pousser nos clients, parce qu'on sait réellement, si quelqu'un rentre dans cette démarche, la récupération de données, elle est garantie. Voilà. Il n'y a, pas de débat. Donc, ça s'articule comment? Donc, aujourd'hui, on a notre plateforme technique pour le faire, donc des outils pour sauvegarder, pour superviser, pour orchestrer et on couvre vraiment tous les workloads, que ce soit cloud, externe ou interne, virtuel, physique, des applications, on a énormément d'intégration avec des applications, on est connu pour ça. Dès tout ce qui est fonctionnalité en SaaS, donc on a
du Microsoft 365, du Salesforce, et aussi, comme je disais tout à l'heure, pour la partie cloud, donc des intégrations principalement AWS et Azure, et tout ce qui est maintenant les applications containerisées, quel que soit leur emplacement, donc à base de moteur Kubernetes. Donc vous voyez, le spectre est large, et on arrive aujourd'hui à sauvegarder, protéger cette donnée, et en même temps la rendre disponible dans plusieurs formats pour vous aider à surmonter n'importe quelle situation. Comme je dis, le spectre des situations et des incidents, elle est large, et là, on en arrive à répondre à n'importe quel type de souci. Maintenant, il y a quelques pratiques, du coup. Je vais résumer dans l'ordre de 5 pratiques, principalement, qui vont être les pires pratiques qu'on a observées, et c'est elles, du coup, principalement, qui ont conduit à ne pas pouvoir restaurer la donnée ou la récupérer, du coup, la production. Et là, vraiment, on est dans une situation assez critique. Mais face à ça, il y a des bonnes pratiques et des fois, ils peuvent être vraiment super simples. Donc, vous allez voir, il y a des fois, il n'y a même pas besoin d'investissement matériel, clairement, mais il y en a quelques-unes que, voilà, il faut préparer au moins une fondation. Donc, la toute première, donc aujourd'hui, l'absence de composants, on appelle immuables, ou on peut utiliser aussi le terme WORM, W-O-R-M, donc pour lecture multiple et écriture une seule fois. Celle-là, elle est maintenant indispensable. Ou aussi la notion de les 3-2-1. Donc, la règle des 3-2-1, c'est pas Vim qui l'a inventé. On fait que surcommuniquer là-dessus. Donc, il faut 3 copies de vos données, une prod, une première sauvegarde et une autre copie de sauvegarde de préférence sur un autre média différent, d'où les deux, et externaliser celle-ci ailleurs, donc, que ce soit sur un média transportable ou sur un cloud ou sur un stockage objet extérieur ou chez un fournisseur de services qui permet de garantir une inaltérabilité et aussi une immutabilité de cette donnée. Donc, une ou plusieurs copies ultra résilientes. Ce terme ultra résilient chez Vim, il peut être vraiment réalisé par plusieurs manières. Donc, c'est quoi la copie ultra résiliente? Personne ne peut la supprimer ou la modifier. Clairement, même pas l'administrateur. C'est là où on a la notion d'ultra résilience. Même des fois, le fournisseur de service lui-même ne pourra pas détruire vos données. Et c'est là où on atteint l'ultra résilience. On peut la voir sur plusieurs niveaux. Aujourd'hui, donc c'est leur ligne isolée, c'est on va dire très, on va dire ce qu'on cherche à avoir. Typiquement, c'est la bande, donc éjecté hors du site, hors de la librairie. Là, il est intouchable. Mais après, on peut se rapprocher de ce composant-là avec non, maintenant, on certifie énormément de composants matériels. Donc, vous pouvez aller sur le site de Vimready. Donc, si on a de l'object avec immutabilité, on a plusieurs acteurs qu'on travaille avec. On peut avoir aussi le repository Vim Hardené. Là, c'est du serveur Linux durci qu'on propose de réaliser. Donc aussi, comme j'ai dit, l'investissement matériel peut être vraiment nul dans certaines situations parce qu'on réutilise un équipement que vous avez déjà en Windows. Il suffit juste de transformer en Linux. Et bien sûr, la partie immutabilité qui est maintenant disponible vraiment partout, que ce soit sur de l'équipement primaire, secondaire ou tertiaire. Je parle beaucoup maintenant des snapshots warm ou immuables. Et ça, on peut le voir sur les baies primaires. Là, maintenant, je pense sur le marché, ils le font toutes. Aujourd'hui, vous pouvez créer des snapshots, les rendre immuables. Personne ne peut venir modifier, comme j'ai dit, même l'administrateur de la baie. Il faut intervenir avec le support. Et ça, le système de 4 yeux ou 4 mains, on appelle aussi en France. Je vois beaucoup de gens parler de concept de 4 mains. Ça veut dire qu'il faut une double approbation. Et des fois, il faut un code de support et l'approbation du support, donc un organisme tiers pour éviter toute sorte de confiance à deux personnes de l'interne. Donc voilà, on part vraiment loin dans les concepts, mais tout ça nous a permis vraiment des fois à ne pas aller juste loin dans la chaîne de la disponibilité de la donnée, ça veut dire la sauvegarde et les copies de sauvegarde. On peut juste sur la baie primaire revenir à un état antérieur avec ces snapshots-là qui sont immuables. Ils n'étaient pas supprimés. Donc vous voyez, on peut, on a aussi ce concept-là des 4 yeux sur les équipements de sauvegarde. Donc voilà, atteindre un concept de données inaltérables, immuables,
peut être fait par plusieurs manières. Donc, voilà, pour des petites entreprises et des PME qu'on gère souvent, côté Vim, on a le concept des disques vraiment rotatifs. Donc, AirGap, des copies sur disque. Vim sait quand le disque revient, il a une rotation de ces disques, on peut les gérer. Donc, ils sont offline, donc il y a quand même à prendre, il faut faire attention à l'état de santé de ce disque-là, mais c'est réalisable. Donc voilà, ça c'était la notion d'ultra résiliente. Donc aujourd'hui, quel type de médias utilisez-vous pour stocker vos sauvegardes? Donc là, vous avez vu, le choix chez BIM il est large, mais vous, avec vos solutions existantes, vous utilisez quoi comme type de sauvegarde pour ça? Donc vous avez, comme tout à l'heure, un petit sondage rapide. Ça Yes, un nous petit sondage avec choix multiples. Quel type de médias utilisez-vous pour stocker vos sauvegardes? Est-ce que c'est plutôt des disques durs internes ou externes, des bandes magnétiques, des stockages réseau NAS, du cloud, par exemple Amazon, Microsoft Azure ou autre, ou tout ça, ou 1, 2, 3, 4. Vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez. Ça vote très très vite. J'ai même pas eu le temps de terminer la phrase qu'on est déjà à 50% de votants. On va attendre quelques secondes encore. Et pareil, oui. on va vous partager les résultats pour voir un petit peu comment vous situez par rapport aux autres. C'est toujours bien de savoir un petit peu voilà, comment les choses fonctionnent chez les autres. Voilà. Et Bon, je c'est sais bien super aussi qu'en intéressant. France, il y a des fans de simplicité. Par exemple, il y a plein d'entreprises que je rencontre qui utilisent encore des NAS en SMB ou NFS. Aujourd'hui, c'est des médias aussi qui sont vulnérables. Donc, je profite pour passer un message. Si vous voulez garder aussi, toujours continuer à utiliser ces équipements-là, faites maintenant des choix ou bien privilégiez des équipements qui proposent aussi des protocoles S3. Donc, on a maintenant des petits boîtiers. Au lieu de proposer un SMB ou un NFS, ils proposent aussi de dialoguer en S3 et en plus un S3 qui est immuable. Donc même le petit NAS qui avant on va dire, était une faille de sécurité peut devenir un élément contributeur pour une donnée ultra résiliente. Allez, je ferme et je partage les résultats. C'est intéressant. 61% de disque dur interne externe, après 72% de NAS, stockage réseau NAS, 27% en cloud, 42% en bande magnétique et 7% autres. Voilà, je soupçonnais bien le NAS qui va être vraiment dans la première ou deuxième position. On a énormément de présence de NAS. Et pareil pour le disque interne, du coup, comme j'ai dit, d'habitude on le formate en Windows, donc là on a des options pour le formater en Linux. Donc et vraiment, on a des guides partout pour vous aider étape par étape de l'installation de l'OS, de la configuration, du durcissement, si vous voulez faire vous-même. Et vous pouvez aussi vous reposer sur un partenaire qui fait pour vous. Donc là, c'est toute l'idée d'aller chercher comment rendre cette donnée inaltérable. C'est tout l'objectif aujourd'hui. Donc, du coup, on a notre donnée inaltérable. On a deux copies maintenant de cette donnée inaltérable même. Donc, on peut avoir, et de préférence, une à l'extérieur. Donc, je fais rappel au 3, 2, 1. Maintenant, on a vu tout à l'heure dans les statistiques aussi, il y a plein de personnes qui se font voler les données. Donc là, limite, la perte, c'est un moyen, mais aussi le vol. Donc des brevets, des données sensibles. Je vois ça même dans les établissements de santé françaises, donc des extorsions de données. Tout ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Et la seule solution pour le faire contre le vol des disques, il y a le chiffrement des disques, mais sincèrement, rarement qu'on va voir quelqu'un de rentrer, bon, ça arrive, rentrer dans la salle machine, récupérer tous les équipements, mais ça devient de plus en plus si on est hébergé dans un gros data center bien sécurisé physiquement. Là, ça reste du coup la récupération de données, on va dire, en ligne. Du coup, le cryptage, c'est une option qui s'impose de plus en plus. Et là, ses avantages et ses inconvénients. Le premier inconvénient qu'on a, pour crypter, il faut une clé de cryptage et décryptage. Et chez nous au support, c'est arrivé que les personnes qui utilisent des mots de passe pour le cryptage, ils les perdent. Et où ils sont mal stockés, où ils ne savent pas ils l'ont stocké. Donc là, clairement, si on part dans cette démarche-là, typiquement, on peut crypter des bandes, on peut crypter les données dans le cloud, on peut crypter en local, on peut crypter en transit, on peut tout faire aujourd'hui côté Vim ou globalement dans le principe, on va dire, de protéger la donnée contre la réutilisation. Là, il faut vraiment chercher un mot de passe et aussi un moyen de récupérer. Côté Vim, il y a des moyens aussi de les installer. Du coup, il faut penser à installer l'outil de récupération, sinon des outils externes. Donc, on peut aussi utiliser des KMS externes pour stocker ces clés. Pareil, pensez vraiment
à utiliser le minimum de comptes. Donc, on n'est pas obligé de donner le compte route au super administrateur à tous les étages. Côté Vim, on a maintenant depuis quelques temps, on stocke plus les mots de passe. Tout est à usage unique. Donc, on utilise les logins mots de passe et on l'oublie. Donc, des fois, soit on va installer un service pour garder la communication avec les éléments. On va dire là, on a besoin de communication permanente, mais sincèrement, le minimum de privilèges, le minimum de comptes, pas un compte master, on oublie ces comptes génériques. Je sais que c'est un peu plus compliqué, mais là, on peut se faire aider par de l'authentification forte ou bien le gestionnaire de clés qui lui-même est protégé par plusieurs authentifications fortes. Donc, soyons vraiment, je pousse au paranoïa, mais je veux vraiment la rigueur et les clés ici. Donc, la partie cloud, donc si aujourd'hui on a une stratégie d'orchestration pour reprendre l'activité sur un autre site, sur un cloud, l'idée c'est d'être préparé. Donc, apprendre à la volée, ça ne marche plus. Sincèrement, j'ai vu des situations là où on a le PRA est prêt, mais personne ne connaît les clés, on va dire, de notre tenant Azure ou de destination. Donc, il faut être préparé. On sait comment ça marche, faire des tests. La stratégie, elle est documentée. On sait quels est les workloads, donc catégoriser et privilégier les workloads à démarrer en premier. Ça aussi a été un bon travail pour moi l'année dernière de classification. J'ai vu même vraiment des activités là-dessus. Ça peut aller très vite. Vraiment, des fois, c'est un peu lent. Et là, on fait même appel à des entités externes, des sociétés externes pour venir aider les métiers et les services informatiques à classifier. Mais c'est un travail on va dire, encore. Voilà, j'ai parlé d'MFA. Donc, pareil sur Vim Backup Verification. Donc, on n'a pas envie de quelqu'un vient, découvre les sauvegardes ou les configurations, ou ça peut être aussi un élément. On stocke beaucoup de login mot de passe aussi si on veut. Donc, l'idée, c'est de ne pas donner accès à cette console Vim. Donc, l'idée, c'est depuis un petit moment, on a la MFA, n'hésitez pas à la mettre en place. C'est vrai que ça oblige tout le monde à avoir des comptes nominatifs avec de la MFA pour chacun pour pouvoir se connecter. C'est une barrière qu'on met, du coup, c'est une pénalité pour la personne qui exploite le Vim, mais aussi une pénalité et une barrière qu'on met pour l'attaquant. Donc, clairement, c'est aujourd'hui incontournable, que ce soit pour Vim ou pour les autres. Pareil, dernière chose, donc dans la partie de gérer les sauvegardes, les tester. Est-ce qu'on s'est familiarisé avec le process de restauration, de récupération d'un fichier, d'une VM entière, de validation que les sauvegardes se passent bien? Nous, on a déposé un process côté Vim qui s'appelle Sure Backup. Voilà, donc l'idée, c'est de tester automatiquement et régulièrement les sauvegardes. Donc, ça se met une fois et ça tourne. Et on a des rapports, des alertes quand ça se passe mal. Donc, on peut être automatiser cette tâche de vérification de sauvegarde. Donc, bien sûr, comme le point d'avant, il faut se familiariser avec le process. C'est pas on ne va pas découvrir ça, comment restaurer un fichier ou une VM, où tout est une bascule le jour J. Mais au moins, avec une seule vue avec Sure Backup, on sait l'état de nos sauvegardes, est-ce qu'ils sont exploitables ou pas. Donc, ça nous éveille même sur des notions de corruption silencieuse sur l'équipement, parce que ça valide vraiment la sauvegarde dans sa consistance, que ce soit sur le disque ou dans le cloud, ou elle-même d'un point de vue source. Est-ce que la source était bien sauvegardée et que la VM source n'était pas juste corrompue ou elle a un problème. Donc, ça nous éveille même sur la partie malware qui peut être présent sur la VM. Donc, vous voyez, on part vraiment loin avec ce conseil-là. Vim1, pour les gens qui ne connaissent pas Vim1, c'est un autre outil de monitoring et des alarmes. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui peut nous alerter sur tout, donc sur l'état de l'infra de production ou sur l'infra de sauvegarde, mais ça nous rajoute aussi, est-ce que quelqu'un a joué avec l'immutabilité ou a essayé d'altérer les sauvegardes? Là, on a des alarmes qui vont être déclenchées. Qui a essayé de copier les données de sauvegarde aussi? C'est des alarmes qui vont déclencher. Est-ce que la MFA, il y avait des tentatives de connexion qui ont échoué? Donc, vous voyez, c'est un outil historiquement qu'on n'utilisait que pour superviser et monitorer. Là, ça devient le cœur aussi d'un système d'alarme par rapport à l'infra de backup.
Donc, les récupérations fiables après le désastre. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite démo concernant le scénario de ransomware, parce que là, c'est le sujet un petit peu phare, mais clairement, ça marche un peu partout, surtout, on va dire, dans dans tous les cas. Mais l'idée, c'est que la sécurité, c'est incontournable aujourd'hui, on ne peut plus démarrer, on va dire, une activité sans sauvegarde. Je sais que les moyens sont, on va dire, pas toujours au rendez-vous, mais vu que ça se passe, ce qui se passe sur le marché, là, c'est devenu vraiment facile de négocier des budgets pour, euh, pour la partie sauvegarde et la protection des données. Je le vois tout de suite, vraiment, vous regardez juste dans votre voisinage, donc que parle d'un point de vue entreprise, il y a forcément une référence à citer à votre DSI et ça passe très très bien ou une vieille expérience. Mais clairement, aujourd'hui, la partie protection de la donnée devient du coup non négociable. Euh, Réduire la surface d'attaque, c'est aussi un challenge qu'a pris Vim aujourd'hui. Hein. Donc, comment réduire la surface d'attaque, que ce soit sur la partie sauvegarde ou sur les composants Vim, et récupérer n'importe où. Donc, il faut vous donner le choix. Là, on a des outils pour orchestrer, je ne sais pas l'outil du jour, mais on sait l'orchestrer d'une manière très rapide. Mais l'idée, c'est que vous récupérez votre production. L'ANSSI, dans ce petit rapport rapide, là on parle, il vous prépare avec une question, il dit, vous allez restaurer où justement le jour d'incident? Parce que si c'est un ransomware, vous avez des scellés sur la production. Donc l'idée, c'est qu'il faut trouver un endroit où restaurer avant de la finalisation de l'enquête. Donc dans ce scénario-là, vous n'allez pas rester en arrêt, donc il faut le plan de PRA, mais il faut aussi un endroit pour restaurer et des machines qui sont prêtes pour cette démarche-là. Donc voilà. Mais Vim, vous êtes du coup dans cette agnosticité et ce choix, mais il faut avoir déjà établi un choix au préalable. C'est pas le jour J qu'on va commencer à chercher. J'ai vu vraiment un organisme public se faire attaquer dernièrement, mais ils n'avaient aucune idée. Donc, ni aucune machine sur laquelle donc, ils ont lancé un appel au aide à leur entourage pour avoir des serveurs, du stockage et pour pouvoir, et des réseaux d'ailleurs, pour construire une infra en urgence. Donc aujourd'hui, je prends l'exemple d'un ransomware. Tout à l'heure, dans les sondages, on a vu que la grande majorité, c'est des attaques qui arrivent sur le, comment dire, vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend là, Voilà, c'est le point de vérification nécessaire. Ok, du coup, je disais que dans les sondages, c'était le point que toute la donnée où les attaques ransomware arrivent aujourd'hui par l'utilisateur, par le contributeur, à travers des campagnes de phishing. Et sincèrement, un bon travail, je pense, d'alerte et de responsabilisation doit se mettre en place, parce que c'est aussi ce qu'on voit côté Vim. Donc, ça peut partir d'un poste utilisateur et ça peut se propager vite, mais voire très voilà, vite. il y a une petite démo qui va durer 15 minutes. Là, on est à 40, donc on va faire la démo et On on va essaiera accélérer un d'écourter peu peut-être un quand peu la même, ouais. fin. Et n'hésitez pas à mettre vos questions, on y répondra forcément, même si on n'a pas forcément le temps de répondre à toutes vos questions à la fin. On reviendra vers vous. Voilà, l'avantage que la démo, vous allez la voir aussi. Donc aujourd'hui, je pars d'un environnement très basique côté Vim, là où j'ai mis en place la MFA. Donc, vous allez voir, j'ai choisi un compte local et en plus avec l'autologov. Donc c'est fini les consoles Vim ouvertes disponibles pour que tout le monde vient pour venir se connecter et ça peut vraiment. Hein, donc quelqu'un à votre dos utilise votre console juste vous partez chercher un verre d'eau, un café. Donc là, au moins la partie MFA et Autologov peut nous servir dans ces scénarios-là. Donc voilà, j'utilise du coup une MFA qui est basée sur du one-time password basé sur la génération du temps. Donc là, j'ai pas besoin de connexion Internet, j'ai pas besoin sur mon mobile ni sur mon serveur. L'idée, c'est vraiment générer à base de temps. Donc là, je me connecte sur mon infra et je pars découvrir du coup mon inventaire. Du coup, là, je vais vous présenter les repos possibles côté Vim. Donc, vous voyez, il y a une nouvelle catégorie durcie. Donc, Hardenet, c'est un serveur vraiment avec des disques à base de Linux que j'ai rajouté dans mon infrastructure. Mais personne ne peut venir modifier l'immutabilité qui est positionnée là-dessus. Je peux aussi utiliser du repository S3, que ce soit local ou à distance. Mais vous voyez ici, par exemple, j'ai des S3
qui est chez un fournisseur de stockage objet français. Donc, et je peux l'utiliser directement ici. Donc, tout ce qui arrive sur mon repository, il est copié et envoyé vers cette copie externe. Donc, en un seul coup, j'ai réalisé les 3-2-1. J'ai déjà ma production, une première copie sur le repo VHR, automatiquement une autre copie va partir sur le stockage objet. Donc, qu'est-ce que je vais sauvegarder aujourd'hui? J'ai mon serveur, donc c'est ça l'application critique que je vais faire, donc le SRV, je vais me connecter là-dessus, mais j'ai une autre application web en 3 tiers, donc, et je lance plusieurs jobs. Donc, un directement vers l'SOBR, qui va me réaliser mon 3-2-1. J'ai fait un backup direct au S3 pour la partie montrer que le stockage objet devient aussi une target principale côté Vim. Mais comment aujourd'hui je sauvegarde? Donc là, réellement, j'ai parlé aussi de la partie chiffrement. Donc, où ça se passe ici, stockage, et activer le chiffrement. Et par contre, là, je n'ai pas activé la partie récupération de clés. Donc, je dois être vigilant là-dessus. Voilà, mais je vois que voilà, c'est inscrit dans mes sauvegardes qui vont être cryptées et qu'il faut que je fais attention à cette partie. Donc, d'un point de vue, hop, ça c'est reparti depuis le départ. C'est ce que je voulais voir. Voilà, maintenant ici, je vais faire un test du coup de mutabilité. Donc, le test, c'est quoi? C'est que je viens sur mes données de sauvegarde et je fais supprimer du disque. Et c'est là que je vais découvrir. Donc, l'attaquant qui essaie de faire ça, il va se heurter à la réalité que ces sauvegardes-là, ils sont immuables, du coup, sur le disque. Donc, vraiment, c'est mes sauvegardes sur le serveur Linux immuable. Et donc, le process démarre. Je vois que tout est logué. Je vois quel compte a été utilisé. Ça nous permet de voir quel compte était corrompu pour cette étape-là. Et voilà, les backups sont immuables. Donc, dans cette démarche-là, je sais bien. Bien sûr, tout ça est logué, ça peut être raccroché à un syslog qui lui-même va remonter ces points. Donc, que ce soit aussi sur la partie stockage objet externe. Donc là, pareil, je ne vais pas pouvoir supprimer ces sauvegardes. Donc, je vais avoir un autre message un peu différent parce que c'est le protocole S3 ou Azure Blob qui vont me remonter ça. Mais il dit que oui, cette partie-là, cette donnée, elle est immuable. Donc, il ne pourra pas la supprimer. J'avance rapidement à la partie là où je teste la même chose sur le serveur lui-même. J'essaie de supprimer les données. Donc là, je me suis connecté à mon repository avec des disques et j'essaie de supprimer manuellement ces données. Donc là, pareil, donc là, l'idée, c'est de quelqu'un n'arrive plus sur le serveur, il dit OK, bah, je me connecte à l'équipement qui héberge. Donc il a vu le nom DNS ou l'IP de la machine, il se connecte là-dessus, il tente la suppression. Bien sûr, il va voir que c'est aussi pas possible de supprimer cette donnée qui est marquée immuable ici. Donc voilà, si j'avance, je vois bien c'était impossible, donc opération non possible. Bien sûr, quelqu'un qui veut votre donnée, sincèrement, il va tout manipuler, tout, il sait pour le faire. Mais là, on a déjà mis déjà une barrière. On va voir pas mal d'alertes remonter entre-temps. On a une autre copie externe qui est immuable. Donc, l'idée est là. Donc, j'avance jusqu'au scénario là où je me fais attaquer. Donc, je sauvegarde la machine, bien sûr. Donc, je suis en train de sauvegarder. N'hésitez pas, hein, dans le chat, je vous ai mis un lien pour faire un POC personnalisé. C'est gratuit, hein, donc il n'y a pas d'engagement. Vous remplissez le formulaire et on vous recontactera pour organiser une démo personnalisée. Là, c'est un truc un peu global qui a fait chou. Parfait. Donc là, je suis sur ma machine, là où j'ai reçu un cadeau. Hop, je clique sur la petite pièce jointe. Hop, d'un coup, je vois toutes mes données ont changé d'extension en fichier.ran. C'est là où vraiment, des fois, ça s'arrête au poste, l'attaque en sous-moins, et des fois, ça ne s'arrête pas du tout. C'est des machines jointes au domaine. Le CryptoLocker peut être étendu et vraiment faire des ravages. Mais là, imaginons que voilà, c'était contenu dans ce poste. Là, je pars avec ma plateforme Vim. Ici, j'ai du coup mes fichiers. Je me déconnecte de la session. Je pars du coup sur mon serveur. Excusez-moi, je suis en train de sauter. Donc, et là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé. Je vous montre quand même le process de restauration dès le départ. Donc, j'arrive sur la machine, mon serveur Vim, la machine, la sauvegarde.
je choisis restauration granulaire. Pourquoi je réalise cette procédure ici? C'est vraiment pour voir l'état de santé de ces fichiers-là. Donc, on a un seul vue d'œil, clairement, sur la console. Je vais voir, est-ce que mon dernier point de sauvegarde, est-ce qu'il est en bonne santé? Généralement, on peut le voir vite fait, mais là, vu que c'est, on va dire, le crypto que j'ai utilisé, c'était bien basique. Donc, il a juste attaqué le fichier qui était local au répertoire. Donc, je me connecte sur les documents et je vois bien que c'est du run. Donc, la dernière sauvegarde qui a tourné, il a récupéré des fichiers qui étaient déjà crypto-bloqués. Là, j'avance du coup avec le point précédent. Et ça, côté Vim, il y a le process de short backup, il va étiqueter ces sauvegardes. Donc, limite, on saura si les modifications qui sont arrivées sur vos sauvegardes sont tellement importantes qu'on peut étiqueter un point soit suspect, soit vraiment inutilisable dans certains scénarios. Par exemple, une base de données qui ne répond pas dans un process de short backup, on sait que la base ne servira pas à grand chose. Là, la vérification, elle est bonne. Je vois bien que mon état de santé des fichiers, il est correct ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir me connecter au serveur d'un côté et aussi déclencher un instant recovery de l'autre. Je profite ici, on pouvait faire juste une restauration complète de la VM. Mais là, je voulais vous montrer aussi ce process-là sur des machines très grosses ou bien qui ont des problèmes, on va dire, d'urgence. On ne veut pas attendre que tout le process de restauration se passe. Je peux juste la mettre à disposition. Je consommerai le stockage directement sur le repository Vim, donc ça, l'instant recovery. Et du coup, je consomme que du CPU et RAM sur mes ESX. C'est ça exactement ce que je vais faire. Je vais enregistrer et remplacer la VM qui est sur la production par cette nouvelle qui va être enregistrée. Entre-temps, vous avez vu sur les écrans, il y avait une possibilité de valider encore une fois un scan par un EDR ou un XDR pour valider que cette machine que je vais restaurer n'a pas d'autres malware. C'est vrai que ça va allonger le temps de la restauration, mais au moins on est serein sur le process. On s'est vu dans un cas client travailler avec le fournisseur de DRXDR pour mettre à jour on va dire la solution avec toutes les dernières signatures, on va dire connues, pour vraiment que le test soit concluant. Donc clairement, il nous permet de voir quelque chose qu'on va restaurer la machine, on est tranquille là-dessus, qu'il n'y a pas de malware dedans. Voilà, donc là, ma machine infectée, il est à gauche. Mon serveur Vim est en train de supprimer l'ancienne VM. Il va supprimer et remplacer. Il a supprimé l'ancienne VM. Bien sûr, je vais perdre la connexion dans quelques instants, l'RDP. Hop, voilà. Et je suis en train d'enregistrer une nouvelle VM, donc avec les mêmes paramètres. Je ne restaure pas le disque. Le disque restera sur mon repository Vim qui va être streamé du coup pour pouvoir faire cette opération. Et dès que c'est fait, donc la VM est enregistrée, normalement le RDP va revenir dans quelques instants ou bien je vais le relancer. Mais vous voyez là, le service est rendu. Mais le disque n'est pas encore migré. Il reste on voit bien une session instant recovery qui reste en instance côté serveur. Ils attendent c'est quoi ma prochaine étape. Mais le service est rendu dans cette étape-là. Il suffit juste par la suite que je migre à la production et là je commence à déplacer, voilà, migrer à la production et je commence à déplacer les données vers le repository. Donc là, si je me reconnecte, je vais retrouver ma VM, bien sûr, dans son état de restauration antérieure. Je n'ai pas eu de perte de connexion ou de configuration à faire, mais là, je retrouve mon ransomware qui était là, que je n'ai pas cliqué avant, et là, je retrouve mes données qui sont utilisables sans problème. Voilà, c'était ça l'objectif. Donc, on peut revenir vite fait, mais à condition d'avoir la donnée en bon état de santé et aussi sur un média que l'attaquant n'a pas réussi à supprimer ni altérer. Ça paraît simple, mais c'est vraiment simple à réaliser. Il suffit juste d'une rigueur de mise en place. Et c'est là que je termine ma procédure avec une migration à la production. Et c'est là que je vais définitivement transférer mes données de repository vers la production. Voilà, et je supprime tout ce qui trace de l'ancienne, bien sûr, à la fois.
Voilà, c'était ça, du coup, la démo. J'espère que c'était informatif pour vous. Et il nous reste encore 10 minutes pour la suite donc, de la présentation. Donc voilà, dès que je vois l'assistant démarrer de la… Voilà, donc oui, et en plus, pendant cette phase-là, bien sûr, le service n'est pas impacté, ça continuera à fonctionner. Donc on peut, en plus, on peut le planifier à une autre, soit tout de suite, soit vraiment à un autre horaire dans la soirée, etc. Voilà, le process est bien avancé. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, donc vous voyez, c'est toute histoire de rigueur, mais aussi de budget. Donc, du coup, on a un petit dernière question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, Avant-dernière, on a 3 sur 4, il en reste encore une après. Et après, vous serez tranquille. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que vous avez, sur les centaines de personnes qui sont là, est-ce que vous avez projeté un budget ou de backup ou pas du tout? C'est intéressant de savoir, ça, c'est pour voir un petit peu si vous êtes dedans ou pas du tout encore dans la réflexion. Surtout avec tous les chiffres et tout ce qu'on a vu avant, c'est vrai que ça va devenir une préoccupation, surtout en 2023. On va laisser quelques secondes, ça va très vite, hein. Vous êtes super actif aujourd'hui. J'ai déjà 60% taux de réponse. Super, je laisse encore quelques secondes. 64. Allez, on laisse encore 5 secondes. Je vois qu'il y a pas mal de questions. On va essayer d'y répondre, hein. J'essaie de répondre rapidement. On va les transférer à Chourouk à la fin. On va y répondre. Parfait. Hop, allez, On laissera 5 minutes à la fin pour répondre. oui, Donc, bien sûr. Ou on dépasse s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. ça Ceux qui sont avec marche. nous. Allez, partage les résultats. Alors, on voit qu'il y en a 26% oui, rapidement, qui sont dans le rush. 10% sous 6 mois, 1 an 3%, 2024 10% et non pas encore, peut-être en réflexion 50%. C'est intéressant à voir. Donc, on voit vraiment beaucoup de types de projets. Comme je dis, il y a d'autres qui nécessitent un investissement parce qu'il faut maintenant refondre de la partie stockage principalement. Mais on a d'autres, sincèrement, là où c'est juste de la rigueur d'implémentation et il faut passer du temps. C'est là où même le budget peut être intéressant pour venir faire appel à un prestataire externe pour compléter le paysage de la sécurité. Donc, je vous donne quelques infos par rapport à Vim. Donc, la prochaine version de Vim, elle arrive sous peu. Et son idée, c'est de pouvoir avoir plus d'intégration avec les KMS externes. Donc, on parlait des clés de chiffrement. Plus d'intégration dans les SIEM, donc tout ce qui est syslog, ServiceNow, etc. Donc, l'idée, c'est de rendre les choses la communication plus claire. Et bien sûr, quand on sauvegarde, on essaie de détecter le minimum d'objets suspects. Donc, c'est pour cela qu'on essaie de les malwares, les détecter même pendant la phase de sauvegarde. Si c'est vraiment ça a traversé toutes les barrières, on arrive quand même à le voir et à le détecter. Du coup, on va parler maintenant d'Office 365, mais aujourd'hui, qui a du coup Dernière déployé une… question. C'est la dernière fois qu'on vous fait participer, après vous êtes tranquille. Est-ce que vous avez déployé une solution de sauvegarde pour votre environnement M365? Est-ce que oui, en cours, non pas encore, et après peut-être que vous n'êtes pas du tout sur M365, c'est possible. Peut-être que vous êtes Parce que des fois, on ne pense même sur la pas à Google. sauvegarder Office 365. Donc, et on va voir dans quelques slides après pourquoi il faut le faire aujourd'hui et comment ça se fait rapidement avec lui. Donc, il ne reste pas vraiment beaucoup de slides, mais l'idée, c'est de donner les moyens et les arguments pour pouvoir le justifier. C'est plein de questions en même temps, c'est super. J'en vois plein, donc je vais essayer de répondre en même temps. On va essayer de répondre à la fin. Arrête un Pas petit du peu le tout, c'est monologue super. aussi, c'est bien, comme ça au moins c'est interactif. On voit qu'est-ce que vous en pensez des Allez, je concepts laisse, de beaucoup. je laisse encore une seconde et je vous transfère les résultats, comme ça vous verrez un petit peu aussi vous, vos collègues sur quel sujet ils sont en ce moment. Allez, je ferme et je vous partage. Alors, 43% oui, c'est bien. C'est bien, vous avez déjà une solution de sauvegarde. C'est Bon, en bien. cours, il n'y en a pas. 36% pas encore. Il y a 21% qui ne sont pas sur Microsoft. Voilà. Alors clairement, on a fait exprès de mentionner une solution de sauvegarde, donc il y en a plusieurs. Il faut penser à une au moins, mais là au moins on vous présentera une qui est du coup à base de Vim aujourd'hui. Donc nous on a une solution pour le sauvegarder qui est simple à exploiter, qui n'est pas connectée à l'ancien système. Donc si vous êtes nouveau à Vim, vous n'êtes pas obligé d'avoir Vim Backup et Application. Vous pouvez démarrer avec Vim pour la partie Microsoft 365. Comment ça se passe? Réellement, vous vous connectez avec les API Microsoft natives, donc notre serveur. Donc là, ce n'est pas une solution SaaS,
Ça peut être du SaaS si vous voulez, mais l'idée aussi, c'est de vous donner le contrôle de vouloir l'installer où vous voulez. Vraiment, que ce soit chez vous, à l'extérieur de votre entreprise, ou complètement le consommer comme du SaaS, mais c'est aussi une troisième alternative. Mais la communication est simple, il n'y a pas de port à ouvrir, il n'y a rien à faire, on consomme de l'API, donc c'est super simple. On consomme du stockage, donc de préférence de stockage objet, mais clairement on peut utiliser des disques en local, tout est possible, c'est pour ça que le choix est aussi clé. Et après, la notion d'immutabilité, elle est clé aussi. Donc aujourd'hui, si vraiment vous avez une attaque, pour X raison, ou même attaque, je parle de type quelqu'un qui supprime vos données de votre tenant, et aussi votre données de vos sauvegardes, l'idée c'est d'avoir toujours une copie humiliable quelque part. Donc voilà, le concept de 3-2-1 revient, et la notion d'immutabilité ne disparaît pas du spectre. Donc on peut le faire, et on peut vous accompagner cette partie-là. Du coup, les S3 compatibles, le blob Azure, tout ça, c'est possible de le faire sans contrainte. Vous pouvez être très sélectif donc, sur la partie objet à sauvegarder. Donc, les services de base, c'est Teams, Microsoft Exchange, OneDrive Inline, OneDrive for Business. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez être sélectif sur les utilisateurs, le service et même granulaire à la donnée que vous voulez utiliser pour restaurer. Il y a plusieurs moyens, soit à travers des consoles d'administration ou des portails web de Self-Service Restore. Donc là, c'est très simple. Un admin ou un utilisateur peut aller chercher ces données ou quelqu'un peut partir chercher la donnée pour quelqu'un s'il a la délégation nécessaire pour le faire. Bien sûr, on a cherché à améliorer un petit peu. Donc, gratuitement, il y a un module Vim1 optionnel qui peut être installé, qui va permettre, à travers un dashboard unique, de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des alertes, il y a des alarmes qui peuvent être mis en place. Et l'idée, c'est, comme j'ai dit, vous avez le choix. Vous installez où vous voulez. Vous contrôlez clairement la fréquence de sauvegarde. Donc, là, on est comme un utilisateur donc qui récupère la donnée pour toujours. Il y a une notion de versionning qui est en place. Donc, il n'y a pas une grosse charge de travail ou une bande passante à récupérer. Donc, vous récupérez l'objet une fois et c'est comme un document, par exemple sur SharePoint, et il va être versionné sur OneDrive aussi, etc. Flexibilité pour récupérer, vous avez le choix, vous récupérez, ils sont stockés du coup sur le serveur Vim et vous pouvez les consulter, les extraire comme des données. Même une conversation Teams peut être convertie en une page web si vous voulez. Et il y a plein de moyens de convertir dans d'autres formats différents. Le mail peut être téléchargé en PST, en EML, injecté à l'endroit d'origine. Donc, si vous n'êtes plus client Microsoft 365, ça devient limite une solution d'archivage ou de migration. Voilà. C'est pas l'objectif, mais c'est possible aussi. Voilà. Et vous restaurez tous vos éléments d'un coup, granulairement. Donc, l'immutabilité, vraiment, c'est la clé aujourd'hui. Hein. L'idée, c'est votre ligne de défense. Vous séparez les données de la prod. Clairement, c'est toute l'idée. Il n'y a plus de mystère. Hein. Si la prod, elle est visible par des super administrateurs, c'est le risque. Et établir la confiance et de la compliance. Donc aujourd'hui, c'est une application critique comme d'autres. C'est limite votre moyen de communication le plus, on va dire, critique dans un cas de sinistre, parce qu'au moins vous gardez cette messagerie active. Mais si elle-même, c'est une application qui est attaquée, là, il faut faire attention. Donc, l'idée aussi, c'est self-service portal, on récupère tout, donc que ce soit un administrateur, un utilisateur, c'est vraiment un portail web. L'authentification, c'est votre SSO Microsoft qui est dedans, donc il n'y a rien à configurer en plus côté utilisateur, c'est d'une simplicité, et du coup, l'MFA, s'il est déjà appliqué dans votre entreprise, il est aussi appliqué à la restauration. Donc, on a parlé de Vim1 pour la partie monitoring, donc vous avez la conformité, la gestion proactive, et une visibilité totale de qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez un tableau de bord, vous voyez est-ce que c'est sauvegardé ou pas, est-ce que l'immutabilité, la deuxième copie immuable, elle est bien présente, et vous avez un rapport là-dessus. C'est toute l'idée, c'est de vous fournir des rapports pour réaliser ces opérations, et l'état de santé, bien sûr, des serveurs Vim. Donc, vous voyez, les alarmes, ils sont là surtout sur le backup serveur, les composants de Vim, et aussi tout ce qui est historique des sauvegardes. Donc, on historise. Là, sur le serveur, vous avez les derniers statuts, mais si vous voulez encore de l'historique, c'est tout à fait possible. Voilà aujourd'hui un aperçu rapide de comment vous donner les moyens techniques pour réaliser les concepts de base qu'on a vus au tout début, donc d'un point de vue 3.2.1,
les clés de chiffrement, la disponibilité de la donnée, les moyens pour avoir une copie. Là, le mot aujourd'hui, si vous voulez vraiment que je veux bien que vous mémorisez, c'est l'immutabilité. Aujourd'hui, une donnée ultra résiliente doit être présente. Si on peut l'avoir sur toute la chaîne de la production au backup et au deuxième backup, ce serait génial. Mais au moins, il faut une copie ultra résiliente à un certain moment. Ça devient inévitable. Yes, bah Merci merci, pour votre réponse. merci Chourouk. Alors pour ceux qui doivent partir maintenant, il y a un petit questionnaire. Il y a 3 questions. Ça serait super si vous pouviez répondre pour qu'on puisse savoir un petit peu si vous êtes satisfait, ce qu'on pourrait améliorer pour le prochain webinaire. Et puis c'est l'occasion de vous mettre en commentaire un peu ce que vous, voilà, si vous avez des demandes particulières. Vous allez recevoir le replay. Vous allez recevoir des liens aussi pour recevoir la présentation. Et dedans, il y aura les liens vers les documents dont on a parlé. Là, il y a beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre quand même, hein. Pour ceux qui veulent rester avec nous, on va essayer de répondre à quelques questions. On ne pourra pas répondre à tout malheureusement parce qu'il y en a beaucoup. On va forcément revenir vers vous pour y répondre. On va prendre quelques questions. N'hésitez pas à continuer de les écrire, hein. Même si on n'y répond pas tout de suite, on vous donnera une réponse forcément. Et il y a toujours le lien pour demander le POC et ou demander discussion avec un expert Bechley comme ça. Donc voilà, demande de POC, de test gratuit, sans engagement. C'est dans le chat. Je vois qu'il y en a déjà certains d'entre vous qui ont déjà rempli le formulaire. N'hésitez pas. Pareil, un de nos experts, je vais y arriver, revient vers vous et vous bloquera un rendez-vous avec Vim. Alors, est-ce que tu vois les questions chaudes? Parce qu'il y en a pas Oui, mal. alors je vais commencer par la fin. Je vois qu'on mentionne Levia. Je ne sais pas si tout le monde connaît Levia, mais c'est un acteur, on va dire, qui fournit du stockage objet extérieur. Oui, vous allez recevoir le replay. Oui. Du coup, Levia, il fournit du stockage objet compatible S3, compatible aussi immutabilité. Donc oui, c'est possible de le définir. Il suffit juste d'activer le versionning, bien sûr, sur le bucket. Comme ça, au moins, l'immutabilité, il faut juste l'activer. Mais à partir de ce moment-là, Vim va utiliser les commandes standards de S3 pour pouvoir mettre les objets en immutabilité sur le stockage. Donc oui, aujourd'hui, ça s'active sur le bucket. Et après, c'est Vim qui le contrôle et il rend les données immuables par-dessus. Comment ça se passe? Du coup, ça c'est pour la partie Levia, ou tout ce qui est stockage objet compatible S3. La restauration vers Microsoft 365, c'est très simple. Au moment où quelqu'un se connecte du coup sur le portail de self-service, il va renseigner bien sûr son compte pour pouvoir afficher ses données ou bien les données sur lesquelles il a la délégation et choisir l'élément à restaurer. Donc là, si on le télécharge localement, c'est autre chose. Mais si on le restaure avec Microsoft 365, il y a au moment où on a rajouté le tenant du client, il y a une application Microsoft Azure AD qui est créée. Donc là, c'est pour mettre cette communication bidirectionnelle. Et c'est là que ce jeton-là, il est gardé tout le temps et il va initier, c'est du coup la possibilité de restaurer à l'endroit d'origine cette donnée, l'endroit d'origine. Ou bien, moi, ce que je recommande, c'est souvent restaurer dans un répertoire. Ça, c'est une option qui est présente. C'est soit la première option, c'est restaurer l'endroit d'origine. La seconde, c'est restaurer dans un répertoire. En gros, et créer un répertoire restore dans la boîte mail, par exemple, du client ou du OneDrive. Et dedans, il va mettre le fichier. Ça, j'aime bien cette fonctionnalité parce que l'utilisateur ne va pas chercher longtemps. C'est dans ce répertoire-là. Longtemps avant de lancer l'attaque, oui. Donc aujourd'hui, les pirates s'introduisent sur le SI longtemps avant de lancer l'attaque. Comment peut-on faire pour les sauvegardes ne sont pas déjà compromises? Donc, sincèrement, c'est là où toute l'idée d'avoir des sauvegardes immuables pour que l'attaquant, même s'il est là depuis longtemps, on arrive à sauvegarder. Et avoir une certaine rétention, c'est aussi une réponse. Donc, des fois, l'attaquant est arrivé à compromettre silencieusement, puisqu'il y a une nouvelle génération de CryptoLocker ou tout ce qu'on veut de malware qui peuvent crypter silencieusement et lentement la production. Et même les outils de détection, il n'arrive pas. Donc l'idée, c'est des fois, malheureusement, on va sacrifier plusieurs semaines, voire plusieurs mois de production, parce que tout n'était pas utilisable si on ne se rend pas compte de ça. Mais l'idée, oui, c'est d'avoir une certaine rétention. Ah, par contre, si on a les bons, l'attaque est lancée le jour on revient en arrière une semaine, ça va une semaine ou bien 2 jours de perte de données.
par rapport à une perte totale, oui, il faut maintenant savoir quels moyens mettre pour détecter au plus vite et remédier à cette situation. Donc là, c'est le fameux RPO, RTO, évaluation de risque et budgétiser la perte de données et mettre en place les moyens pour relancer vite fait en face. Donc voilà, il n'y a pas de mystère par rapport à ça. Mais oui, en effet, on voit même des attaquants qui ont des traces de présence même sur 3 à 6 mois. Donc vous voyez, ça peut être super long. Mais à quel moment ils ont commencé à crypter, à altérer la donnée, c'est là où Vim, on peut vous aider sur cet aspect traçabilité, clairement. Je crois qu'il y a une question, mais tu as déjà plus ou moins répondu. S3 et Azure Blob peuvent être configurés en mode immuable. Est-ce que vous Oui, savez accompagner sur la mise en service de ces solutions? en tout cas, l'Azure Blob, elle est immuable. Et bien sûr, clairement, là, on a des experts pour vous aider sur cette partie-là, avec plaisir. On va en répondre peut-être encore une, deux questions, et puis après, on va Voilà. clôturer, parce qu'on a quand même un petit peu dépassé. Alors, du coup, bonjour. Est-ce qu'à l'avenir, Vim prévoit le backup de VM hébergé sur un hyperviseur Proxmox comme cela pour vSphere et Hyper-V? Sincèrement, je vois énormément d'adoption de Proxmox, c'est vrai, et c'est de plus en plus. En tout cas, ce que je vois pour moi, j'ai remonté ce point à notre R&D, parce qu'il y a toujours de collecte chez notre R&D. Ils sont à la recherche de votes chez les clients. Donc, si vous voulez voter encore plus, il faut aller sur notre forum.vim.com et voter pour Proxmox, que ce soit intégré. Parce que Proxmox, c'est à base de KVM. Aujourd'hui, on n'a pas d'intégration directe avec KVM, on est avec les gestionnaires de KVM. Par exemple, aujourd'hui, on a une intégration avec Red Hat Virtualisation, qui sous le capot, c'est des KVM, et là, ça marche bien. Mais pour Proxmox, on n'a pas d'intégration avec Proxmox lui-même. Sincèrement, il y a pas mal de clients que je rencontre en Proxmox aujourd'hui qui utilisent les agents Vim. Donc, on déploie avec Vim, il y a un moteur de déploiement, on déploie des agents dans les VM Proxmox et on restaure à la volée par la suite. Et je pense, alors, une dernière du coup, L'année l'Azure dernière. Blob LS3, est-ce que vous avez accompagné la mise en place? Donc, on a répondu. Et pour la sauvegarde S3 Cloud chez Levia, il faut-il créer un repository backup? Alors, les deux. Maintenant, aujourd'hui, on a deux moyens d'utiliser des stockages objets. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Soit on écrit avec un scalable backup repository en deuxième temps, sinon c'est possible de faire, par exemple, vous écrivez localement sur du disque et vous pouvez faire soit le scale-out, soit un backup copy vers du stockage objet. C'est aussi supporté. Et dans d'autres scénarios aussi complètement possibles, d'écrire directement vers le stockage objet. Si c'est du local, c'est mieux pour avoir une meilleure performance des latences. S'il est extérieur, par exemple, j'étais avec un client qui sauvegarde les postes utilisateurs avec des agents Vim qui écrivent directement vers des buckets extérieurs. Donc c'est possible aussi, c'est plus long, selon le débit qu'on a sur les postes, mais c'est possible de le faire. Pour les gens qui souhaitent un test ou une démo de Shure Backup, c'est possible de le faire, mais on a réalisé énormément de démos et de vidéos sur YouTube. Là, je cite par exemple la toute dernière que a fait mon collègue Arnaud. Donc, cherchez Arnaud Shure Backup sur YouTube, vous allez tomber là-dessus, c'est la première qui sort. Et il a fait vraiment de la mise en place technique jusqu'à la démonstration complète par rapport à ça. Super, merci Shourouk. Merci à Voilà. tous d'avoir participé à ce webinaire. On espère qu'il vous a convenu. Donc, il y a une petite enquête à la fin de ce webinaire. Ça va s'envoyer tout seul automatiquement quand vous fermez le webinaire. N'hésitez pas, il y a 3 questions. Et comme ça, hein, voilà, vous me dites un peu ce qu'on peut améliorer, ce qui vous a manqué, ce qui vous a plu. euh, et puis, commentaires. Et il y a toujours donc le lien du POC, la demande de POC pour qu'on puisse vous accompagner. Donc, on reviendra vers tous ceux auxquels on n'a pas répondu par email ou par téléphone. Et on espère vous voir dans les prochains webinaires. Prochain webinaire, donc c'est sur Azure, donc comment économiser dans Azure. Donc c'est le 29/06. N'hésitez pas à nous suivre sur bettersoftware.fr pour vous inscrire. Et on se retrouve bientôt. Merci à tous. Vous retrouvez bien sûr le replay avec les documents. Merci et bon J'espère que appétit à c'était tous. informatif à tout le monde et à bientôt. Merci, au revoir. Merci Shuruk. Ciao. Merci.